Bon et bonjour à tous et bienvenue sur, notre chaîne, du coup YouTube Avatar. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Victor Emmanuel que j'ai pu voir. Je vous en avais parlé, à l'event qu'il a créé donc à Montpellier, qui est la NFT Montpellier Day. Du coup, on s'est rencontrés là-bas, il m'a invité et tout et pour le remercier, je me suis dit que ça peut être pas mal de, justement parler de ce qu'il fait aujourd'hui dans sa galerie donc NFT et justement parler de son personnage et de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui pour savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans le crypto art et pourquoi est-ce qu'il a lancé une galerie dédiée aux NFT. On va parler justement de tout ça dans cette interview. Du coup, je vous présente Victor Emmanuel. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de toi, de pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui et aussi nous parler de ton événement. Ouais, enchanté. Moi, c'est Victor Emmanuel. J'ai 27 ans et j'ai ouvert en octobre 2021 une galerie d'art numérique dédiée au NFT, du coup, à Montpellier. Ça se trouve dans un local en centre-ville de 170 mètres carrés, dans lequel on a des télévisions, des vidéoprojecteurs, des prints, des choses en air. On a aussi un atelier de réalité virtuelle. En gros, la démarche de la galerie, c'est de présenter un peu toutes les démarches artistiques qui sont corrélées en fait à l'émergence des NFT, et ensuite de collaborer avec des artistes, d'autres galeries, des institutionnels pour des expositions d'art, des drops de collectibles, des drops d'œuvres one of one. Ça dépend un petit peu des projets de chacun. Et du coup, tu as commencé directement là et tu n'étais pas dans le monde de l'art avant, si j'ai bien compris. Alors, avant, je n'étais pas dans le monde de l'art. Alors, forcément intéressé par le monde de la blockchain depuis, on va dire, 2017. Voilà, depuis le fameux été 2017. Et du coup, depuis, c'est vrai que je suis intéressé par tout ça, vraiment le côté blockchain, technologie, essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut changer dans des secteurs d'activité plus qu'autre chose. J'ai pas le profil tant d'un investisseur, en tout cas à l'époque. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à entendre parler des NFT 2019-2020, dans un premier temps, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu l'intérêt. Puis petit à petit, je me suis dit, comme beaucoup, que c'est peut-être encore plus essentiel qu'une crypto-monnaie, en fait. Et c'est assez basique, un NFT, et nécessaire, en fait, dans les échanges qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je cherchais, moi, à entreprendre dans les NFT. Moi, je n'avais pas encore forcément la partie art en tête. Moi, je me disais, dans les NFT, il y a le collectibles, il y a des utilities qu'on peut faire avec des marques, il y a le gaming beaucoup. Je voyais ça beaucoup de la partie gaming. Puis, il y a aussi l'art, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qui m'a emmené dans l'art en particulier? C'est une rencontre avec mon associé actuel, qui est une artiste de Montpellier. On avait des amis en commun. Et en fait, on a décidé, parce que moi, je découvrais CryptoVoxel, qui est un métaverse, donc qui fonctionne sur le principe des NFT. Et on a décidé de fabriquer, enfin de construire une petite galerie virtuelle sur ce métavers, dans lequel on a fait un vernissage donc autour des œuvres de Lou, donc mon associé. Et on a fait ça, on va dire, en juin 2021, on va dire. Donc le temps de monter les choses, etc. On avait commencé vers mai, avril-mai. Et puis en juin, on a fait le vernissage. Et donc c'était la première fois qu'on faisait quelque chose. Donc on avait créé le petit compte. Donc on avait créé la marque à ce moment-là. C'est-à-dire on avait dit on s'appelle Vitruvius, on va créer un compte Instagram et on va essayer de trouver des collectionneurs pour TNFT. Ce qui fait que le soir de l'event, on était une cinquantaine sur la parcelle et on a réussi à closer 4 ventes, 4 ventes de NFT sur notre premier event, ce qui nous a en vrai beaucoup hypé. Ça nous a beaucoup hypé, ça nous a permis de nous lancer, ça nous a permis de saisir le potentiel du truc. Et donc, on a continué d'abord dans le métaverse avec d'autres artistes. Et le physique est venu plus tard. Du coup, si j'ai bien compris, vous avez commencé totalement numérique avec le métaverse CryptoVoxel. Et en partant de rien, vous avez réussi à faire des ventes, du coup? Comment est-ce que vous avez fait? C'était un peu de stratégie sur ça? En fait, nous, comment on a procédé pour le lancement de la galerie Vitruvius, c'est vraiment, pour te parler de budget, on a ouvert un Instagram et on a mis peut-être 100 euros de pub avec les mots-clés NFT, collectionneur, art contemporain, etc. Pour qu'il y ait quelques personnes qui soient au courant. On a été sur les Discord du Metaverse, on a présenté l'événement, etc. Et puis, comme je t'ai dit, à force, on a fait peut-être 2 semaines de communication, mais à partir de rien, donc c'est toujours compliqué quand on démarre. On a réussi à réunir une cinquantaine de personnes sur CryptoVoxel, ce qui est pas mal en vrai. Ce qui est pas mal, parce que CryptoVoxel, ça reste quand même des métaverses de niche. Même dans le monde des métaverses, ça reste des petits métaverses. Et c'est vrai que là, quand on a eu une cinquantaine de personnes,
beaucoup de gens qui prennent des photos, des screens, parce que les screens dans ce métaverse, ils se voient dans le flux. Ce qu'on avait fait, on avait aussi recruté sur Fiverr un Américain qui était en fait un mec qui faisait de la radio politique, mais on avait pris ce gars-là pour qu'il puisse interviewer Lunatica avec un certain ton professionnel, que ça fasse carré, etc. Donc on a fait l'interview en live sur la galerie, on a essayé de faire les choses bien, et oui, on a fait 4 ventes, alors 4 ventes du même collectionneur, je tiens à le préciser, mais il y a un collectionneur de CryptoVoxel qui s'est enflammé, qui nous a pris 4 œuvres de Lou et qui nous a permis de nous lancer, parce que très honnêtement, je ne sais pas si on aurait eu la force, entre guillemets. Je pense que oui, parce qu'on n'avait pas prévu de vendre, on n'avait pas prévu d'arrêter. Mais c'est vrai que ça met un gros coup de boost parce que c'était assez inattendu. Ça arrivait directement dès la première démarche. On était bien plus que remboursé de l'investissement initial, quoi. Donc on était vachement contents. Surtout que ça, c'est un truc qui arrive très rarement, tu vois, quand il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Et d'avoir les premières ventes rapidement en partant de zéro, c'est quand même c'est chapeau, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Après, je vais te dire, avec du recul, je trouve que j'ai mis beaucoup de moyens et d'efforts pour un truc aussi incertain. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Mais il y a des fois, il y a des moments de toom comme ça où on se lance dans un délire et que c'est la bonne chose à faire. Mais oui, c'est vrai que là, on est vraiment parti de rien et en peu de temps, on a quand même fait un bel événement en ligne. Après, on est parti sur des trucs physiques, etc. On est parti sur des choses qui demandent plus d'efforts, qui sont voilà de plus grande envergure. Mais on va dire que oui, le début, il y avait personne qui nous attendait. On était tôt aussi parce que pour se redonner une échelle de temps, c'est juste après Beeple, juin 2021. C'est bien avant Meta de Facebook. Au niveau, l'Ethereum est à 3000. Il n'a pas encore atteint son ATH. On est encore dans cette phase où les NFT, les gens n'y comprennent rien. On sait que ça existe, on sait que ça fait péter le TH, mais personne n'y comprend rien encore à ce moment-là. Hein, on est entre Beeple et Meta. Il faut vraiment replacer la mentalité et la compréhension de ce monde-là a évolué énormément cette dernière année. Hein, entre le début de la galerie et maintenant, je ne tiens plus le même discours. Par exemple, quand je parle à un galeriste, il y a un an, les NFT, je devais lui expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, un galeriste qui ne sait pas ce qu'est un NFT, il faut vraiment qu'il change de métier, tout simplement. D'ailleurs, ça m'intéresse, parler de ce sujet-là justement. Est-ce que tu as rencontré des galeries donc physiques et traditionnelles et pour discuter de ton projet et de ce qu'eux veulent faire? Et justement, c'est quoi leur discours par rapport à ça? Alors, justement, nous, notre démarche, c'était notre installation, elle s'est faite en octobre en physique, donc. Et à partir de là, donc on va dire à partir de septembre, on a fait le choix avec Lou. Et là, franchement, avec mon associé, on s'est dit, on a été assez courageux. On s'est dit, on va aller voir toutes les galeries de la région, enfin de la région de Montpellier, des alentours, etc. On va tous aller les voir. Donc on a pris une carte, on a noté et on a été les voir à l'improviste, parfois en les appelant avant, parfois en apparaissant directement à la galerie, pour leur parler de tout ça, connaître un petit peu leur sensibilité par rapport au sujet, voir où est-ce qu'ils en étaient, et bien sûr, les inviter à l'inauguration de la galerie qui avait lieu le 29 octobre, donc. Et c'est vrai que voilà, pendant cette tournée-là, qui était la tournée initiale, il y avait un esprit assez fermé pour une partie d'entre eux, bien sûr. Tout le monde n'est pas pareil, hein, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en avait qui étaient très ouverts. Il y en avait même des exceptions, mais qui étaient déjà avec des projets, des idées, des envies, en tout cas dans le monde des NFT. Mais ça, c'était une large exception. La plupart ne connaissaient pas du tout de quoi je parlais. Et avaient encore, parce que avant les NFT, il faut en parler, c'est l'art numérique en général qui avait une valeur très relative dans les galeries d'art. Très rares étaient les artistes qui se vendaient bien en galerie en art numérique, très rares. Et c'est vrai que c'est les NFT qui ont amené cette vague très conséquente d'artistes numériques. Aujourd'hui, parmi les artistes les plus chers du monde, il y a des artistes numériques. Hein. Évidemment, on peut dire Beeple, mais on peut aussi dire Xcopy et d'autres. Et donc, bien sûr, voilà, les galeristes n'ont plus du tout le même regard sur une œuvre numérique aujourd'hui que juste un an en arrière. Donc, c'est sûr que le premier abord des galeries, pour répondre à ta question, il était assez compliqué, presque froid. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Ils sont plutôt dans l'idée d'entreprendre dans ce monde-là et puis d'accompagner le mouvement, quoi. Et du coup, il y a un an, tu as quand même discuté avec certains galeristes. Et aujourd'hui, tu es retourné les voir et tu as l'impression que les gens sont plus ouverts à ça et veulent justement s'y intéresser. Oui, c'est-à-dire que concrètement, la première phase, c'était moi qui allais voir les galeristes pour leur expliquer ce qu'était un NFT et voir si c'est quelque chose qui les intéressait, s'ils voulaient venir à l'inauguration, etc. Sans avoir vraiment d'idée de business avec eux. Hein. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire du réseau et puis de voir un peu l'écosystème. Aujourd'hui, je ne fais plus vraiment cet effort-là parce que je laisse plutôt les acteurs de monde de l'art venir vers moi quand ils ont vraiment intérêt de se lancer dans la blockchain. Parce que c'est bien plus facile de venir me voir, que ça fait 2 ans maintenant que je fais des NFT. Je suis un voisin.
plutôt que se lancer tout seul et d'aller sortir des trucs sur OpenSea n'importe comment. Enfin, on connaît. Donc voilà. Ouais, non, franchement, je pense que la mentalité. Je vais te donner un exemple concret. Art Montpellier, j'avais demandé pour avoir des stands l'année dernière. Ils me répondaient pas. Alors je me dis bon, bah c'est parce que c'est un salon qui est réservé exclusivement aux galeristes. Bon, ils estiment que je suis pas une vraie galerie. Je me suis dit bon bah voilà, je suis peut-être trop neuf. Ils estiment que je suis pas une vraie galerie. Bon, ok. Bon, ils me répondaient pas, hein, donc j'ai supputé. Bon, cette année, ils font des conférences sur les NFT. Donc pour te donner un petit peu le truc, l'année dernière, il y avait absolument rien sur les NFT. Cette année, j'ai pas fait la démarche pour être au salon, mais je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci pour pouvoir avoir un stand au salon d'Art Montpellier. Je pense. Ils font des conférences sur les NFT, donc ça leur pose Du coup, c'est un grand salon, ce Art NFT, du coup Art Montpellier. Oui, alors pas particulièrement. Oui, si, c'est un pour la région, en tout cas, c'est un grand salon, même. C'est un salon qui est réservé aux galeristes. Ce qui est très bien. Ouais, non, si, c'est un beau salon. L'année dernière, je suis allé, je le trouvais. Non, non, c'est un très bon salon. Mais il est très local, donc bah, c'est cool parce que justement, on a vraiment tout l'écosystème. C'est bien, on voit tous les artistes de Montpellier, quoi. Et on voit les street artistes des galeries de Montpellier qui sont un peu connus, etc. C'est une belle réunion, quoi. D'ailleurs, en parlant de street art, je sais pas s'il y en a chez vous, dans ta galerie, du coup. Oui, j'ai un street artiste, alors forcément qui travaille le numérique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle Emerald One. Et Emerald, lui, il fait des collages, c'est-à-dire qu'il va prendre en mosaïque, des mosaïques, pardon, pas des collages. Et en gros, lui, il passe beaucoup de son temps à photographier dans les rues. Alors, il habite à Bali, mais bon, parfois il voyage, etc. en France. Il prend en photo, en fait, de l'art graphique street qui croise, etc., qui trouve sympa. Il prend en photo, il prend en photo, il prend en photo. Aussi ses propres créations, parce que c'est un graffeur aussi. Il prend parfois en photo aussi ses amis, des connaissances dans certaines situations. Il en fait plein de toutes petites images avec différentes colorimétries et il en fait forcément des images globales en utilisant du coup ces petites images comme des pixels. Le rendu est très impressionnant. Faut savoir que techniquement, il n'applique pas de filtre par-dessus, ce qui rend le travail de collage, entre guillemets, de mosaïque, très, très, qui prend beaucoup de temps. C'est un vrai travail. Très minutieux, ouais. Voilà, très minutieux. Et on a en plus plusieurs idées, parce que là, par exemple, on va faire une parcelle VR, où on va pouvoir avoir des images d'émeraude. Enfin voilà, tu imagines bien un petit peu à la Tron, avec des pixels qui se décrochent et qui permettent d'explorer l'œuvre d'une autre manière, en rentrant vraiment image par image et en ayant l'image globale en s'éloignant beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi un projet de réalité augmentée où là, on pourrait avec le téléphone cliquer sur certaines petites certains pixels de la mosaïque. Voilà. En passant un peu comme ce qu'il y avait du coup à ton événement, genre sur Instagram ou un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Bah oui, oui. Ouais. Nous, l'AR, l'idée, c'est de pouvoir le rendre partageable le plus facilement possible. Alors, attention, Instagram, c'est très limitant parce que, niveau du nombre de polygones, niveau qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre sur l'image. Donc, on peut pas tout faire là-dessus. Mais l'avantage d'Instagram, c'est sûr, c'est qu'on en fait des stories, c'est rigolo. Mais oui, donc ça dépend. La technologie, ça change selon ce qu'on veut faire. Du coup, tout à l'heure, en te présentant, tu avais parlé de justement ce côté VR que tu exploitais à la galerie. Je veux bien que tu nous en parles un peu plus. Comment est-ce que tu le mets en place du coup chez Vitruvius dans Ouais. votre galerie physique et comment ça se passe si on veut par exemple explorer votre galerie mais en version numérique? Ouais, alors déjà si vous voulez explorer notre galerie en version numérique, enfin je veux dire sans vous déplacer, c'est simple, on a des galeries qui sont sur CryptoVoxel. Et donc là c'est alors attention, il n'y a aucune complication, il suffit d'aller sur notre site internet, donc vitruviusgalerie.art et il y aura un lien cliquable qui est galerie du métaverse. Et quand vous cliquez dessus, vous êtes directement dans notre galerie du métaverse. Donc en fait, au lieu d'être un site internet, c'est un site internet où vous incarnez un petit avatar. Et vous vous promenez dans un univers en 3 dimensions directement sur votre navigateur avec vos touches du clavier normal ou votre pouce sur votre smartphone, ça marche aussi. Donc c'est très facile d'accès et c'est gamifié, c'est-à-dire qu'on se balade en 3D avec notre petit personnage dans une galerie. Donc ça c'est la première façon. Donc on a 3 galeries sur CryptoVoxel, la galerie principale sur laquelle on expose nos artistes résidents. On a une galerie qui expose essentiellement les mêmes choses, donc qui reprend un petit peu ce qu'on expose en ce moment. Donc on met à jour ce qu'il y a à la galerie.
à la galerie de Montpellier, donc une sorte de comment appeler ça, de renvoi, enfin de parallèle, d'équivalence quoi, numérique. Et après une parcelle que j'appelle un peu plus monument, où je m'amuse à faire des constructions un peu plus grand volume, parce que c'est le métavers, donc on peut s'amuser à faire des trucs un peu rigolos. Donc ça, je m'amuse. C'est un peu une parcelle un peu plus bac à sable. Comme ça, les gens, quand ils visitent, en général, ils voient pas toujours deux fois la même chose. Quand j'ai un petit peu de temps, je m'amuse dessus. Du coup, CryptoVoxel, c'est du même style que Decentraland où tu achètes une lande et après tu peux construire dessus Tout à fait. Hein, donc c'est ouais. une carte. Chaque parcelle est un NFT. Hein, donc il faut acheter sur une marketplace, donc OpenSea par exemple. Et le propriétaire du NFT a le choix de construire ce qu'il veut sur la parcelle. Il peut aussi louer sa parcelle. Il peut aussi mettre sa parcelle en accès libre ou la proposer à d'autres personnes. Enfin voilà, il peut faire à peu près ce qu'il veut avec. À savoir que CryptoVoxel, c'était. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus CryptoVoxel d'ailleurs, ça s'appelle Voxel tout court. Ok. Ils étaient très early. Hein, je veux dire, c'est un métaverse de 2018, je pense, ou 2019. Ça a été très longtemps le métaverse des CryptoPunk. C'est un métaverse un peu OG. Et pourquoi du coup CryptoVoxel plutôt qu'un autre métaverse? Alors ça, c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est celui qui colle le plus à l'image que je me fais d'un métaverse. Pour moi, un métaverse, c'est quoi? C'est un Internet avec un wallet. Internet, wallet, métaverse. Pour moi, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Et donc là, on est vraiment sur CryptoVoxel, sur une page blanche. On ne se sent pas comme sur Decentraland dans un jeu vidéo sur lequel on peut faire du bac à sable. Non, on n'est que dans un bac à sable. Et côté jeu vidéo, il faut vraiment le créer de zéro. Donc pour moi, CryptoVoxel, c'est un site internet en 3 dimensions. Tu peux faire de la vidéo, tu peux faire des contenus cliquables, des contenus à lire, des contenus à acheter. Voilà, tu peux faire un site internet, mais en version gamifiée. Et vraiment en partant de zéro. Pour moi, c'est la feuille blanche la plus pure de ce qu'ils proposent dans les métavers jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça va changer parce que moi, mon petit préféré actuellement, c'est The Sandbox. Pour avoir regardé un peu la bêta, vu quelques amis là qui peuvent développer dessus, qui sont en train de développer des super trucs dessus. Bon, bah là, c'est au-delà de la feuille blanche. Là, on est vraiment sur quelque chose où tu peux coder toi-même, où tu peux vraiment aller créer un truc, un vrai produit. C'est quasiment un peu à la Roblox où on va créer ses propres jeux sur le jeu par an. Donc là, on est encore sur le level du dessus. Je pense que c'est bien Sandbox qui va nous plaire quand ce sera accessible pour nous. Malheureusement, on n'a pas de land, etc. Pour l'instant, on n'est pas encore occupé. C'est beaucoup de travail, on n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est en projet. On va décaler vers, je pense, The Sandbox assez vite. Ils sont encore en bêta ou en alpha, eux d'ailleurs, non? Oui, alors bêta ouverte. Bêta ouverte. Que tout le monde peut aller se promener dessus, voir ce que ça donne, etc. Par contre, pour développer son land, c'est pas encore accessible à tout le monde. D'accord. Du coup, vous attendez ce moment-là pour pouvoir développer là-bas? Oui, j'attends ce moment-là et puis surtout, j'attends aussi d'avoir un petit peu plus de temps. Là, c'est quelque chose qui est à faire. J'espère l'avoir pour mars parce qu'on a envie de faire un gros projet en mars en physique. Donc, ce serait bien, tu sais, en parallèle d'être prêt sur la partie métaverse. Mais voilà, je veux dire, c'est une envie qu'on a en tout cas. Je peux pas te dire à telle date on va être sur tel métaverse, mais oui, on souhaite aller sur The Sandbox dès que possible. D'ailleurs, en parlant de temps, j'aimerais bien savoir, du coup, chez Vitruvius, comment vous faites pour, du coup, répartir votre temps de travail. Et en fait, c'est quoi votre source de revenus pour faire vivre la galerie? Ou c'est quoi vos projets, justement, pour croître chez Vitruvius? Nous, nos projets, alors nous, notre temps de travail, c'est-à-dire que on essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on puisse tenir sur le long terme. On est dans une période, je vais pas te l'expliquer, c'est une période un petit peu creuse dans le monde des cryptos, etc. C'est toujours difficile de se dire bon, on va faire les mêmes chiffres, on va faire on peut pas avoir les mêmes prétentions sur un marché qui a perdu 95% de son volume, parce que le monde des NFT, c'est bien ça, faut être concret. 95% du volume, si on regarde en juin 2021, là, il nous reste 5% de ce qu'il y avait à l'époque. Donc forcément, on peut pas avoir les mêmes perspectives à court terme, etc. Par contre, on est tous très sereins vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis de ce qu'elle va apporter et vis-à-vis de ce qu'elle sera demain. Le risque systémique, qui n'est plus un risque en fait, hein, le changement systémique,
qui va être induit par la blockchain, bon, bah, il est toujours en cours, il n'y a pas de souci, malgré FTX, malgré tout ce que tu veux. Et donc, du coup, maintenant, c'est à nous de pouvoir se mettre dans une situation où on peut build sur le long terme. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne fait plus de meet-up à la semaine. On faisait des meet-up toutes les semaines avant. Ah ouais. On a ralenti un petit peu la fréquence des événements, la fréquence des visites privées pour pouvoir justement se mettre dans une situation où là, dans les 3-4 ans à venir, on va pouvoir continuer à proposer notre travail et à proposer ce qu'on fait aux collectionneurs et être prêt quand le marché retrouvera une santé un petit peu meilleure. Et même au-delà de ça, je trouve que le marché des œuvres d'art dans les NFT est de très loin celui qui a préservé le meilleur volume. Ceux qui ont le plus souffert, c'est bien sûr le marché des collectibles de manière générale, tous les trucs qui sont vraiment financiers, et même aussi ce qui est utility, qui au final n'ont pas vraiment trouvé leur public. Mais en tout cas, ce qui est purement artistique, en vérité, il y a des très très beaux projets dans beaucoup de pays qui sont en train de s'ouvrir malgré tout. Je veux dire, je ne ressens pas réellement un ralentissement en tout cas de l'entrepreneuriat dans le secteur, en tout cas de l'art NFT. J'ai l'impression qu'au contraire, malgré le marché, les gens ont compris qu'il y a une technologie derrière et qu'on en a besoin. C'est pour ça que malgré un marché et malgré que plus personne ne veuille acheter de crypto-monnaie là aujourd'hui, malgré tout, à Art Montpellier, conférence sur les NFT. Parce que les NFT, c'est quelque chose pour le monde de l'art, quoi qu'il en soit. Donc là-dessus, faut qu'on reste serein et que, comme je dis, qu'on reste en place en attendant que les jours deviennent meilleurs. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, en plus, tu as beaucoup plus de retours positifs des galeristes en général. Oui. Et que tu te sois lancé du coup avec Lou vraiment au début, ça donne quand même une bonne légitimité pour en parler. Du coup, c'est cool. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est toujours la même chose. Le fait de se lancer au début en tant que premier, c'est à la fois un avantage sur le long terme parce qu'on sera jamais les premiers, c'est ce que je dis, mais c'est aussi un inconvénient parce que bien sûr, on vit la phase beer en entier du début à la fin, et c'est aussi grâce à cet historique que demain on va pouvoir justifier de notre solidité. Hein, donc demain en bull market, quand il adviendra, eh bien ce sera forcément ceux qui ont build pendant toute la période creuse qui seront récompensés. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps, qu'on a l'habitude de toujours dire, mais c'est la vérité parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Les grosses marketplaces, etc., qui sont installées et qui ont su capitaliser sur le dernier bull run, ils sont pas apparus au dernier bull run. Maker's Place, c'est 2016, je pense. 2017. C'est-à-dire les NFT, je savais même pas que ça existait. Et la plupart des gens ne savaient pas que ça existait. Peut-être que même eux, ils avaient pensé au principe du NFT avant que le mot soit posé sur le truc. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça. En général, les grands projets mettent du temps à se monter, donc il faut se donner le temps aussi. C'est comme l'histoire de The Sandbox qui, au début, n'était pas du tout un métaverse. Au début, ils avaient développé un jeu bac à sable et après, les gens ont développé dessus et il y a eu une hype sur le métaverse. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une des références. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand en fait il y a un secteur, il y a des choses à faire, et si tu es présent au moment où il y a les moyens de build, c'est toi qui vas build, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Maker's Place, je sais pas le chiffre d'affaires qu'ils faisaient en 2016, mais à mon avis c'était pas grandiose parce que qui achetait des NFT en 2016, franchement, est-ce qu'il y a des gens qui achetaient des NFT en 2016? Je ne pense pas. Pourtant eux ils ont investi dans une marketplace, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas quand il y a l'argent qu'il faut commencer à s'y mettre. Et l'historique, c'est toujours systématique. Ceux qui sont installés avant, qui récoltent les fruits. Et puis c'est légitime, c'est normal, c'est logique. Du coup, j'aimerais rebondir sur les galeries et donc les collectionneurs que tu côtoies. C'est quoi leur profil chez vous? Comment est-ce que tu les rencontres? Qui sont-ils? Et je veux bien que tu nous en parles un peu. Alors, les rencontres, très souvent, c'est des gens qui sont ravis de découvrir qu'ils ont un lieu de collection physique à Montpellier ou pas loin de chez eux. En général, ils sont moi je collectionne tel truc, j'ai un Bored, ou j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un Invisible, je collectionne depuis tant de temps. Je suis trop content de voir qu'il y a une communauté ici à Montpellier. Ce qui les intéresse, c'est aussi l'esprit des meet-up et des vernissages, parce que là, d'un coup,
On passe d'un monde où nos seules personnes qui comprennent notre langage se trouvent sur Discord et sont des Indiens. Et ben là, non, changement radical. En fait, on est tous des Montpelliérains dans une galerie en train de boire des coups et de parler de NFT, de collectionner des NFT ensemble. Et en fait, ça, c'est un vrai besoin parce que un vrai collectionneur de NFT, c'est pas forcément sa seule passion, mais c'est quelque chose de passionnant. C'est souvent des gens qui sont passionnés par l'art, par la collection, par l'investissement, par tout ce qui touche à la blockchain. Et c'est sûr que il y a aussi cet aspect de club de collectionneurs, parce que moi, Vitroview, c'est aussi un club au final à Montpellier de gens qui aiment la blockchain. Qui aiment la blockchain, c'est un peu bateau de dire ça, mais qui en tout cas sont des enthousiastes. Et voilà, donc les rencontres se font beaucoup comme ça. Après, bien sûr, sur les réseaux sociaux, je reçois aussi beaucoup de DM, quoi, hein, de gens qui veulent nous rendre visite, etc. Et après, de fil en aiguille, ils font partie de la communauté. Voilà, donc ça, on trouve notre clientèle comme ça. Et aussi, bien sûr, là, je parle de la clientèle des collectionneurs physiques et qui est pour nous celle qui nous prend le plus de temps. Mais après, on a aussi cette présence sur CryptoVoxel qui nous apporte des collectionneurs d'un tout autre genre qui sont plus passifs, entre guillemets, en termes d'interaction, mais qui sont pour autant plus habitués en général, ou en tout cas un public de collectionneurs plus aguerri. Parce qu'en général, un utilisateur régulier de CryptoVoxel qui se balade de vernissage en vernissage dans les métaverses, c'est un certain profil de personnes, ils sont pas nombreux et ils sont pas là pour rien faire. Voilà. Est-ce que c'était ces personnes-là, du coup, que tu as rencontré, tu vois, le premier événement avec les 50, c'était ce type de gens? Ah oui, le premier événement, moi j'ai essayé, en fait, pour tout te dire, à la base, j'étais pas parti sur de l'art, etc. Moi, j'explorais CryptoVoxel et j'hallucinais, je ne comprenais rien. C'est-à-dire CryptoVoxel, vraiment, de toute façon, je pense que quand on découvre par soi-même, quand il n'y a personne pour t'accompagner, quand tu débarques sur CryptoVoxel, que tu comprends pas, tu me dis les parcelles, c'est des NFT, tu vois, les mecs qui sont habillés, je regarde le chapeau que porte le gars, il coûtait 1000 balles. J'étais en mode, mais pourquoi tu mets un chapeau en pixel à 1000 $? Enfin, je comprenais rien du tout, tu vois. Et puis, en fait, c'est ces gars-là que j'ai vu débarquer à mon event. Et c'est un de ces gars-là, en fait, il a fait quoi? Il a acheté 4 œufs de loup. Et en fait, lui, il a une parcelle. Après, voilà, en plus, c'est le début des NFT, donc il y a un peu l'esprit easy money. Il y a des mecs, faut aussi relativiser. L'argent n'est pas aussi rare pour tout le monde, ce que j'ai l'habitude de dire. Et parmi les gros holders d'ETH, il y en a, ils ont eu leur ETH à 80 centimes. Donc, ce gars-là, il a fait quoi? Il a dépensé 3 ETH et il a mis sur une parcelle qu'il avait dans CryptoVoxel les œuvres de loup. Alors quelqu'un va me dire, il aurait pu les screen et puis les mettre aussi, mais non, là au moins c'était ses NFT, voilà. Et il a décoré, entre guillemets, une sorte de musée personnel d'art japonais, parce que Lou avait fait une collection japonaise pour ce drop-là. Voilà, il collectionnait différents artistes qui faisaient des œuvres japonaises, il en a fait son musée personnel. Il n'y a rien de lucratif là-dedans, purement du plaisir personnel. Donc là, on est vraiment sur la version la plus pure du crypto collectionneur. C'est-à-dire que là, il y a aucune intention derrière. D'autant plus que l'anecdote, c'est quoi? C'est que nous, dès le début, on avait un peu cette idée digitale. C'était en mode le NFT, bien sûr, génial, ok. Mais pourquoi pas proposer des prints aux collectionneurs? Pourquoi pas? C'est évident, tu vois. Genre, ça donne un accès, c'est un utility au token. Tu récupères un print, pas forcément signé, tu vois, mais voilà. Et pour que l'objet de jouissance reste le NFT, tu vois. Mais voilà. Et non, le gars voulait pas. Il s'en foutait. Il avait pas envie des prints. Il aimait bien les œuvres, mais lui, ce qu'il voulait, c'était le NFT et pouvoir le mettre sur sa parcelle CryptoVoxel. Donc là, on était vraiment sur quelqu'un qui est en avance sur son temps. Ah ouais, carrément. C'est standard demain. Donc c'était voilà. Il y a un an, ça, en plus. Environ. C'est il y a un an. Même nous, on tombait d'eau. Enfin, je veux dire, on comprenait, bien sûr, on n'allait pas vendre des trucs donc on ne comprenait pas, mais c'était le début. C'est-à-dire, on avait du mal quand même à se dire, le collectionneur, oui, mais on essayait de justifier ça en se disant, oui, mais il va quand même avoir un print à côté, etc. Non, il y a vraiment la collection numérique, que l'objet soit palpable dans le monde physique ou que l'objet soit dans la blockchain. Ils sont tous les deux aussi rares. Une fois qu'on a compris ça et que c'est vraiment assumé par notre cerveau, tout paraît logique, mais ça prend un certain cheminement aussi quand même. Et ça, du coup, pour les galeries actuelles où avec qui tu discutes et échanges, eux, ils voient plutôt du coup, la voie digitale ou ils sont aussi numériques? Alors, si de base, c'était des galeristes qui travaillaient avec des artistes, ou bien sûr que c'est la partie digitale qui va les intéresser avant tout, parce que eux, ils s'adressent à des gens qui ont des intérieurs à habiller. Enfin voilà, ils ont leur clientèle initiale sont des gens qui repartent avec des objets physiques. Donc ces gens-là, on va pas leur dire merde. Donc bien sûr, il y a tout l'aspect digital accompagné par les NFT. On peut faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant.
moi maintenant vos œuvres, on va pouvoir les mettre en AR, on va pouvoir les animer, on va pouvoir faire en sorte qu'elles aient une interaction uniquement sur le holder du token, passe à côté de l'œuvre par exemple. Voilà, plein d'idées et plein de choses que rajoute le NFT. Donc ça, les galeristes en sont friands parce qu'il faut justifier aussi le NFT et en faire quelque chose de cool, au-delà du certificat d'authenticité, hein, qui est le cœur du sujet. Mais on peut aussi en faire un truc de cool, le faire interagir d'un point de vue artistique. Et donc ça, les galeries en sont friands. Et bien sûr, viennent de plus en plus voir des galeristes, une plus jeune génération de collectionneurs qui, eux, parfois, sont intéressés par la collection purement numérique. Et donc, il y a aussi des galeries qui se mettent à vendre du purement numérique. Moi, j'ai une galerie que je pense, alors, je les cite, j'ai été les rencontrer qu'une seule fois, je les connais pas tant que ça, mais ils étaient en avance sur leur temps, à peu près en même temps que je me suis lancé, un petit peu après. C'est une galerie physique à Paris, assez quali, enfin même plutôt quali, dans le Marais et tout. Il s'appelle Goldenstein. Et c'est vrai qu'ils vendent à la fois des œuvres physiques, alors très street art, etc. Hein, c'est des jeunes, tu vois, ils sont dans la mouvance jeune, c'est pas une galerie à l'ancienne, mais ils vendent des NFT purement digitaux, et là, eux, ça fait pareil depuis plus d'un an. Et donc voilà, tu vois, il y a selon aussi le type de galerie, comme je te dis, là, c'est des galeries jeunes, ils font du steampunk, je veux dire, c'est cohérent avec ce qu'ils vendaient de toute façon avant de partir dans le monde du NFT, mais voilà, donc en fait, ça dépend vraiment du choix de chacun. Ah, du coup, c'était une galerie, enfin, tradi physique avant de faire ça Voilà, aujourd'hui. tout à fait. Okay, C'est une galerie. Alors, ils venaient d'ouvrir, donc je sais pas si je connais pas exactement si quand ils sont créés, ils avaient directement du NFT. Mais en tout cas, c'est une galerie parisienne physique qui très très vite a fait à la fois du physique avec des artistes. En plus, il y a plein d'artistes que j'adore. En plus, ils viennent de. Petite anecdote, ils viennent de choper un artiste montpelliérain. Ils viennent de choper. Merde, la honte. L'Atlas. Et voilà, enfin, je veux dire, avec des bons artistes dans leur galerie, et ils font aussi du NFT. Voilà. Et donc, bon, moi, j'avais été les rencontrer par pure curiosité, sans vraiment d'idée, voilà, mais j'avais été les rencontrer, du coup, en 2021, enfin, il y a longtemps, peut-être début 2022, j'en sais rien, mais j'avais été les rencontrer assez tôt parce que, ouais, je voulais voir un peu comment ils faisaient, et pourquoi ils faisaient ça, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est assez cohérent. Donc, en gros, alors, au final, c'est très new-yorkais. Parce que ce que j'ai vu là, à Goldstein, excuse-moi, c'est ce qu'on voit de manière absolument standard dans n'importe quelle galerie à New York. Tu vas à New York, bien sûr, tu as une huile sur toile, et à côté, tu as un écran qui te display un NFT. À New York, c'est rentré dans les mœurs depuis 2-3 ans. Allez, non, peut-être pas. Depuis 2 ans, c'est rentré dans les mœurs. À Paris, bon, il y a un an, c'était un peu le seul à faire ça. Voilà, peu de choses près. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu le sais très bien, à Paris, il y a la NFT Factory, il y a Fauve qui fait des ventes aux enchères de NFT, il y a, alors j'imagine, il y a IAM Gallery que j'avais été rencontré aussi à l'époque, IAM Gallery qui fait des superbes expos NFT aussi. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs, je vais pas tous les citer, mais ça devient beaucoup plus normal entre guillemets dans le monde de l'art de faire des NFT. Mais tu vois à quel point ça a été vite. Genre là, l'échelle de temps, c'est en 2 ans, c'est passé de anomalie à la base. Ah, carrément, ouais. Contrairement à, par exemple, la blockchain et crypto-monnaie, ça prenait plus de temps à ce que ça fasse ça, quoi. Là, les Ouais. NFT, d'un coup. Et surtout, ça a vraiment trouvé son. Tu vois, les cryptos, on est toujours à l'application. When? Quand est-ce qu'on va vraiment avoir une application où on peut pas passer à côté, ou voilà. Bon, en vrai, il y en a, mais voilà. En tout cas, ça a pris du temps et puis c'est pas évident, tu vois, par la défi. Et la défi pose problème. Tu vois bien que la défi, quel défi? Parce que, enfin, voilà. Bref. Alors qu'effectivement, les NFT, j'ai l'impression que ça a vraiment trouvé très rapidement, même si ça a paru bizarre, les gens ils ont eu du mal à l'assimiler au début, mais au final ça a trouvé son utilité directement. C'est-à-dire qu'en tout cas dans le monde de l'art contemporain et aussi dans le monde de la collection, parce que je suis désolé, et puis aussi dans le monde du luxe, en tout cas dans ces secteurs-là, dans le côté authentifié, dans le côté numérotation, dans le côté collection finie, en fait il y a plein d'utilités très concrètes où les marques investissent dessus. Je parle des marques du groupe LVMH, anecdote que tout le monde connaît, Carrefour, filière bio. Attends, je sais qui ça. Carrefour, filière bio, qui est en fait managé par une blockchain aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, leur supply chain, c'est une blockchain. Enfin voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. Quand on regarde les entreprises qui sont cotées en bourse, elles ont presque toutes fait une annonce dans l'année précédente, comme quoi elles faisaient telle ou telle chose.
pour appliquer ou pour utiliser les NFT dans tel ou tel secteur. Parce que les NFT, c'est utile. C'est factuellement utile. Ça règle des problèmes. Demain, si d'un point de vue juridique, etc., quand je dis demain, je parle de dans 10 ans, hein, parce que forcément, c'est juste qu'ils prennent du temps, mais la comptabilité pourrait totalement être automatisée au travers des NFT. Le contrôle des entreprises de manière globale pourrait être automatisé si tout le monde utilise les NFT. Les NFT, par principe, c'est génial. Tu vois, par principe, ça règle énormément de soucis. Pas tous les soucis, hein, c'est ce que je dis. Hein, tu peux toujours faire des fausses choses avec des NFT. Hein, c'est toujours la question qui revient. Ça règle pas le problème du faux. Mais de manière générale, ça règle énormément de soucis, ça automatise énormément de process. Et donc oui, comme tu dis, par rapport aux crypto-monnaies, les NFT, ils ont ce côté-là où, bon, c'est bien, l'Ethereum, il passe à 1000, il peut passer à $100, c'est pas grave. Le NFT, la technologie du NFT, elle a déjà trouvé en fait son implémentation. Et ça, tu penses qu'il faut être justement à l'aise avec cette techno pour se lancer dessus, ou tu vois, les nouvelles galeries qui sont un peu trad, qui se lancent et tout, elles peuvent quand même s'y mettre. D'ailleurs, ce serait quoi les conseils pour ces galeries pour toi? Mon conseil, c'est de... Allez, il y a plein de gens qui font des conférences. Je parle pas de moi parce que j'en fais, mais je veux dire des gens qui parlent des cryptos, des gens qui parlent des NFT, des gens qui essaient de former les autres là-dessus, même toi, au travers de tes vidéos. Bon, première étape, essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'en fait, ça prend un certain temps à le comprendre, non pas parce que c'est complexe, parce qu'en fait, ça tient en une phrase. Hein. Y a rien de complexe dans un NFT. Mais en fait, c'est compliqué à assimiler parce qu'il faut accepter en fait la partie de rareté numérique. La rareté numérique, c'est la notion qu'il faut accepter et en fait, c'est pas naturel parce que ça fait, moi j'ai 27 ans, ça fait 27 ans qu'il n'y a pas de rareté numérique. Donc il faut passer ce cap ou se dire, OK, la rareté numérique, c'est ça et ça apporte ça. Et après, un NFT, c'est quoi? Mais un NFT, c'est une inscription sur un livre de compte. La blockchain, c'est livre de compte. Le NFT, c'est une inscription. Il n'y a pas de technologie. Si, et c'est la technologie, c'est ça, mais il n'y a pas de barrière technologique. Il n'y a aucune difficulté. Aujourd'hui, vous voulez créer un NFT, mais tu tapes OpenSea sur Google, tu cliques sur créer en haut à droite du site, tu mets ton image, tu mets une description, tu cliques sur entrée. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut avoir un wallet au préalable. Voilà, je veux dire, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune difficulté à créer un NFT. Alors après, il y a des connaissances à avoir parce qu'il y a créer un NFT et créer un NFT. Il y a dans le sens où il y a des plateformes plus porteuses que d'autres par rapport à ceux que tu drops. Après, tu peux avoir l'envie, selon ce que tu veux dropper, de créer ton propre smart contract, etc. Donc, tu peux complexifier un petit peu, mais ça reste extrêmement accessible. Et c'est toujours l'anecdote que je dis, c'est on ne demande pas aux gens de savoir ce qu'est un paquet d'octets ou un transfert IPFS pour utiliser Internet. Là, c'est pareil. On ne va pas demander aux gens de comprendre la technologie de la cryptographie pour pouvoir utiliser le livre de compte qu'est la blockchain. C'est un livre de compte. Comment il fonctionne derrière, on s'en fout. C'est comme utiliser Internet. On s'en fout de comment fonctionnent les paquets d'octets. Moi, je comprends rien à ça. Mais j'utilise Internet tous les jours. Et dans ce cas-là, ouais, tu encourages les gens à tester directement, de créer, de voir en fait que c'est super simple à faire. En fait, tu peux carrément suivre un article de blog et créer ta première galerie et ta première collection comme ça. En fait, je vais même te dire, au-delà de découvrir et tout, c'est faire l'effort de s'y exposer. Et en fait, en s'y exposant, n'importe qui se rendra compte que c'est un monde qu'on s'est fait pour rien du tout. Moi, quand j'entends les médias, je sais pas, n'importe qui dire alors les NFT, ce truc sombre, très compliqué, je veux dire, toi, tu as déjà raté ta chronique. Parce que là, déjà, tu as sous-entendu que tu vas parler d'un truc compliqué, tu vas parler d'une inscription sur un livre de compte. De dire tel objet appartient à telle personne, et ça, tu l'inscris sur un livre de compte qui dit forcément la vérité. C'est ça, un NFT. Point. Et voilà, donc il ne faut pas complexifier le truc. Comment ça marche par derrière, c'est les techniques de cryptographie et de vérification de réseau, on s'en fout. Moi, je sais, je comprends, mais les gens s'en foutent. Tout le monde s'en fout. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Et d'un plan, tu me dis aussi pour le temps, quand est-ce qu'on doit arrêter, mais juste d'un plan purement pratique, du coup, pour une galerie physique, traditionnelle, tu leur conseillerais quoi? Genre d'acheter des écrans pour exposer ou le faire directement avec un QR code? Ce serait quoi le plus simple, tu penses? Alors franchement, ils font ce qu'ils veulent parce que pour moi, une œuvre physique peut être authentifiée par NFT. C'est à eux de choisir. Après, là, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, je leur conseille de faire de l'AR. Mais s'ils ont envie, ils font de l'AR. Par exemple, ils peuvent prendre une œuvre physique. Le NFT est nécessaire pour débloquer le filtre AR. Et boum, si tu as le NFT, ton œuvre est augmentée. C'est une idée. Mais voilà, je veux dire, après,
quand on part dans les NFT, moi, j'ai une chose, c'est justement dans le côté didactique, c'est pas obligatoire. On peut faire du simple. On peut faire des NFT simples qui servent que de certificat d'authentification, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est bien au sein d'une galerie, c'est aussi d'être didactique, parce qu'on est sur quand même un sujet nouveau. Et donc, c'est bien de démontrer, c'est-à-dire, comme je dis, démontrer que le NFT peut permettre de collectionner des choses qui, avant le NFT, n'étaient pas collectionnables. Donc, effectivement, une œuvre qui est accompagnée de musique, qui évolue dans le temps, par exemple, qui est animée, tout simplement, qui est en réalité augmentée, etc. Eh bien, tout ça, c'est numérique. Pour en créer de la rareté, il faut du NFT. Avant, on ne pouvait pas aller dans une galerie d'art et demander une vidéo et dire je veux collectionner cette vidéo. Le gars te regarde, c'est bizarre. Alors oui, tu peux acheter des performances et tout, mais tu vois, c'est un peu lunaire. Là, c'est simple. Tu récupères le token, qui est la seule édition de cette œuvre existante sur la blockchain émise par l'artiste. Carré, le truc est rare, il existe en une seule édition et c'est toi qui le possèdes. Et c'est une vidéo pour autant. Et donc, voilà, si tu es une galerie et que tu veux te lancer dans les NFT, trouve des artistes qui font de l'art exploitable. Enfin, une partie des artistes devraient être des artistes qui font de l'art qui n'est exploitable, entre guillemets, en tant qu'œuvre d'art que sous la forme de NFT. Et au moins, aux clients qui passent, c'est un sacré argument pour justifier le pourquoi on fait des NFT. Sinon, cet artiste n'est juste pas collectionnable, par exemple. Et du coup, pour les galeries où il n'y aurait pas ce genre d'artistes, tu les conseillerais quand même de se lancer dedans ou pas? Oui, et sans forcément parler de NFT à leurs collectionneurs, je m'explique. Aujourd'hui, vous faites des certificats d'authentification. C'est des papiers avec trucs de cire, etc. Renforcez votre certificat d'authenticité, liez-le à un certificat numérique, petit QR code sur le papier que vous donnez au collectionneur. Et l'avantage, c'est que là, le jour où votre galerie fermera, ou le jour où l'artiste et la galerie, enfin l'artiste meurt et la galerie ferme, alors bon, là, il faut penser au collectionneur, on parle d'une échelle de temps, imaginons 150 ans, grâce à la blockchain, le certificat, il sera encore traçable, il aura encore une valeur. Parce qu'aujourd'hui, si un certificat, il n'y a personne pour le vérifier, c'est un gros problème dans le monde de l'art. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'œuvres qui sont extrêmement cotées, pour autant qui se baladent sans certificat aujourd'hui. Donc, a priori, c'est vrai, mais voilà. C'est un gros problème dans le monde de l'art. Au moins, si le certificat est rattaché à la blockchain, dans 150 ans, on pourra toujours le lire et on pourra toujours voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, oui, c'est une technologie qui, de toute façon, pour moi, doit être, comment dire, il faut qu'ils la mettent, enfin, qu'ils la prennent, parce que demain, il va y avoir des marketplaces. Par exemple, aujourd'hui, Artplace, ok, ils vendent pas avec des NFT, mais c'est très probable, de mon point de vue, que demain, ça fonctionne avec un système de NFT, exactement de la même manière, pour vendre des œuvres physiques de galeristes envers des particuliers. Mais franchement, les NFT les aideraient beaucoup dans le fonctionnement de leur plateforme. Donc demain, les galeristes, peut-être qu'on leur demandera effectivement d'éditer un NFT pour pouvoir mettre l'œuvre de leur artiste sur Artplace. Ce serait plus simple pour Artplace. Tu vois, voilà, ça simplifierait la vie. Artplace, si ça donnait une marketplace, ce serait mieux pour eux, tu vois, pour tout le monde. Oui, pour moi, demain, c'est ça qui va se passer. Donc du coup, le galeriste, il a plutôt fait de dire, OK, chacune de mes œuvres soit authentifiée sur la blockchain, signature numérique de l'artiste, sur son propre wallet, voilà. Enfin, je veux dire, c'est une vraie technologie, elle est utile, donc il n'y a pas de raison de s'en couper. Alors je sais, parfois il y a des gens qui sont, je veux dire, je m'imagine, j'ai 55 balais, j'ai fait toute ma carrière, j'ai jamais eu besoin de NFT, ça m'emmerde. Dans ce cas de figure-là, mais demandez-moi ou un acteur de ce genre-là de vous accompagner, parce qu'en fait, moi je demanderais rien en fait pour faire ça, ça me fait plaisir, c'est quelque chose que voilà, moi je suis pour cette technologie et j'ai une vision très coercitive, très voilà, je pense qu'on peut tous s'aider et surtout moi faire passer le pas des galeristes traditionnels vers les NFT, mais moi ça me fait plaisir, je suis pas du tout en mode ah non, les NFT c'est moi et rester non, moi je veux que la transition soit globale, je réfléchis pas comme ça. Donc voilà, faut pas hésiter à demander l'aide et c'est un peu l'état d'esprit Web3. Enfin, je pense que pour avoir un petit peu exploré différents types de business au cours de Vitruvius, voilà, quand ça touche au Web3, il y a quand même un esprit de jeune milieu, de marché où il y a de la place pour tout le monde, mais bien plus que tout le monde, parce qu'on sait très bien que le potentiel est énorme. Donc voilà, il y a quand même, faut pas hésiter à demander en fait aux acteurs du Web3 si on veut rentrer dans le Web3. Je pense que la meilleure solution, c'est de demander, se faire accompagner, pas y aller tout seul en mode voilà. Écoute, très bon conseil pour les personnes qui veulent se lancer. En plus, comme tu disais, on l'a vraiment vu aux événements Web3, dont celui que tu as organisé d'ailleurs à Montpellier. Ouais. Et justement, ouais, faut pas avoir peur, je pense, de voir les gens, juste de poser directement les questions. En fait, les gens, même s'ils sont
très connus, même s'ils ont beaucoup de réputation, où ils travaillent beaucoup et tout, ils prennent toujours le temps de répondre. Et c'est ça qui est bien dans ce monde-là, c'est que tu peux te parler à tout le monde, quoi. Mais c'est esprit Web3. Et je dirais, moi, il y a des gens qui sont un peu plus âgés, qui sont dans le Web3 et qui me disent, je revis la période du début Internet. Tu sais, au tout début d'Internet, bon, il y a eu la bulle, on revit la même chose. Hein, franchement, j'ai l'impression que c'est un Reddit, mais C'est des cycles, ouais. Ouais, voilà, c'est très, voilà. Mais en gros, ils disent que c'est le même esprit, c'est-à-dire que effectivement, quand c'était le début de la tech, etc., mais il y avait vraiment une entraide énorme dans ce secteur-là, etc. Le côté un petit peu, on est tous au début d'une grande chose et nous, on en a conscience et tout ce qu'on veut, c'est que les autres aussi en prennent conscience. Et tant qu'on est dans cette phase-là, ce sera pas cette phase éternellement. Aujourd'hui, Internet, c'est plus les bisounours, tu vois. Mais au début, c'était les bisounours. Comme aujourd'hui, le Web3, honnêtement, le monde de l'entrepreneuriat du Web3, oui, il y a ce côté bisounours. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens nous comprennent avant tout. Voilà. On n'a pas l'impression que le marché est saturé. Loin de là, le marché, il n'existe même pas encore vraiment, quoi. Selon notre point de vue, il n'existe pas encore, le marché. Donc, voilà, il y a vraiment cet esprit. Vous voulez vous lancer dans le Web3, demandez à des gens qui sont déjà dans le Web3, ils vont vous accueillir avec un grand sourire en mode dis-moi tout. Voilà ce qui va se passer. Donc, il ne faut pas hésiter et il ne faut pas rester dans son coin. C'est contre-productif. Écoute, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter pour la fin. Et si jamais tu n'as rien à dire, tu peux aussi nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver ton travail. Dans tous les cas, je mettrai tous tes liens dans la description de la vidéo du podcast. Comme ça, on pourra aussi voir ta galerie et le métaverse que tu utilises. Avec plaisir. Oui, je t'enverrai les liens déjà pour que tu puisses mettre les accès au métavers, parce que ça va plaire aux gens, parce que vraiment, si c'est dans la description de la vidéo, en gros, ils cliquent, vous y êtes. Il n'y a pas de chargement, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de pseudo. C'est ça qui est un peu rigolo. Donc, du coup, je pourrais te donner ces liens-là. Et puis après, globalement, vous, Twitter, Instagram, vous cherchez Vitruvius sur Internet, notre site Internet. Voilà, Vitruvius. La jeunesse, c'est l'homme de Vitruve. Hein, si vous cherchez l'orthographe, Vitruve, IUS. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Je suis content de ton invitation. Je t'inviterai évidemment avec grand plaisir à nos prochains événements. Et puis voilà. Il faut que je passe voir aussi ta galerie parce qu'on a beaucoup parlé, mais je suis toujours pas descendu à Montpellier pour ça. À l'événement, mais pas à la galerie. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. L'événement, c'était pas mal. Même s'il faisait chaud, c'était pas mal. Et d'ailleurs, hein, on a une petite anecdote, c'est que quand on s'est vu avec Victor, il avait les cheveux beaucoup plus longs. Et depuis, il s'est coupé les cheveux parce qu'il faisait vraiment chaud à cet événement. Et il va s'habituer à Montpellier parce qu'à Montpellier, c'est vrai qu'il fait chaud quand même. À tous ceux qui veulent faire de l'événementiel, sachez qu'il faut faire attention à la météo. Moi, j'ai organisé un événement quand même, donc le NFT MTP. C'était le jour le plus chaud de l'année, probablement sur l'année la plus chaude de ma vie. Donc cet été, en juin, 17 juin, je crois que c'était 40 degrés, même plus. Enfin, c'était incohérent les températures. On n'a même pas pu sortir les caméras à l'extérieur, etc. Donc voilà, il faut faire attention aux températures. Mais vous êtes bien adapté, on s'en souvient. On a fait ce qu'on a pu. Écoute, merci pour tout. Je te dis à bientôt et je vais couper l'enregistrement là. Je te remercie.